Louis Côté est un intellectuel qui, par ses recherches, a apporté sa contribution au Québec. Sa quête de justice sociale l'a mené vers de durs combats révolutionnaires. Après avoir expérimenté le dénuement, il a œuvré pendant plusieurs années à titre de professeur et de chercheur à l'École nationale d'administration publique. Ses convictions l'habitent toujours. Voici l'extraordinaire histoire de Louis Côté. Alors, je suis né à Giffard, dans la très proche banlieue de Québec, en 1949. Donc, deuxième enfant d'une famille de 8, premier garçon. Une famille très, très modeste. Un père qui, à l'époque, était infirmier. Mon père était infirmier. Un homme qui, contrairement à d'autres de sa génération, n'incarnait pas l'autorité paternelle, qui était davantage un homme simple, tendre, un homme socialement engagé, très respectueux de notre autonomie. Donc, enfant, j'ai pu faire, adolescent, je dirais, ou préadolescent même, j'ai pu faire déjà mes propres choix. Ma mère, une amoureuse de la vie, assoiffée de vie, qui m'a donné par son amour profond une confiance dans la vie forte et une capacité de rebondir dans la vie. Et en même temps, comme j'étais son aîné, une mère qui avait beaucoup d'ambition, je devais réaliser quelque part les ambitions qu'elle n'avait pas réussi à atteindre parce qu'elle était une femme à son époque. Donc, c'est mon enfance, une enfance dans une société encore très traditionnelle, où l'Église catholique était omniprésente. Mon papelin à Giffard, même si on était très proche de Québec, c'était encore un gros village. Mon adolescence, elle, va se passer dans un tout autre monde. C'est ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, le Québec qui se transforme en profondeur et qui a la chance de le faire à un moment où partout dans le monde, mais en Occident particulièrement, on connaissait une croissance économique forte, continue. Et donc, on a eu les moyens de s'organiser pour se développer. L'État québécois s'est transformé profondément, a mis en place des institutions, des outils pour assurer notre développement économique et aussi a revu notre système d'éducation. Ça a été quelque chose de majeur. Me concernant personnellement, ça m'a permis d'étudier. J'avais commencé un cours classique, j'ai fait une première année bien réussie, et puis ensuite, malheureusement, j'ai eu 2 années difficiles. Louis Côté subit un rejet de la part d'un enseignant et ce mauvais traitement le marquera très longtemps. Entre l'âge de 13 et 15 ans, grâce à un bon frère de Saint-Vincent-de-Paul qui dirigeait le patro où j'allais et qui trouvait que j'étais insoumis. Je n'étais pas assez respectueux de son autorité et un peu leader. Et donc, il avait décidé qu'elle allait me casser. Et c'est ce qu'il a tenté de faire et qui a pratiquement réussi. Il a mis tous mes camarades contre moi. Il m'a voué un mépris et il a fait en sorte que j'ai été harcelé pendant 2 ans. Je me suis replié sur moi-même. J'ai connu l'échec scolaire. Heureusement, j'ai réussi avec de bons amis à m'en sortir à partir de l'âge de 15 ans. Et avec des opportunités que j'ai eues, j'étais dans les cadets de l'armée, j'étais dans les scouts, etc. Des milieux qui m'ont aidé à reprendre pied dans la vie et à m'en sortir finalement et à profiter de cette époque absolument magnifique parce que, je suis de la génération 68, une époque où le Québec, progressait sous tous les aspects, au plan culturel, les chansonniers, la chanson, la musique, le théâtre, mais au plan économique également, la scolarité, tout le monde avait la chance dorénavant d'aller à l'université. Donc, j'ai été dans les premières générations à faire le collège, collégial, cégep. Donc, une société où le progrès était évident, mais où il y avait aussi une recherche de justice et une quête de liberté. Génération 68, on voulait la liberté de se réaliser comme personne, comme individu. C'est des années de lutte intense, lutte civique, par exemple, aux États-Unis, les Noirs qui luttent pour leurs droits, lutte contre la guerre au Vietnam, lutte pour plus d'égalité dans notre société. Donc, fiscalité plus forte. On paye des impôts, mais pour se donner des services collectifs et permettre à tous d'accéder aux services de santé, à l'éducation. Et grâce à un certain nombre d'adultes, particulièrement des prêtres. À l'époque, il n'y avait pas juste les curés conservateurs, il y avait aussi des prêtres très progressistes, engagés socialement, qui m'ont permis de
de développer ma conscience sociale, de m'engager, chantier étudiant, participer à certaines luttes, dont les luttes de soutien au développement international. On avait créé à Québec ce qu'on a appelé le Rallye Tiers-Monde. On ramassait des sous à travers une marche pour soutenir des projets de développement, particulièrement en Afrique subsaharienne. Donc, avec ces adultes, je me suis éveillé à différentes choses. C'était aussi les années où les femmes menaient leur lutte pour l'égalité. J'étais né et j'avais eu mon enfance dans un monde patriarcal, hein, où les femmes étaient traitées comme des mineurs et étaient à notre service, les hommes, ce qui n'est pas nécessairement désagréable pour les hommes, et on a eu à changer. Je termine mon collégial dans ce monde où j'ai eu la chance de développer, à travers certaines activités, un certain nombre d'habiletés en théâtre, en musique, en chanson, en animation de groupe, etc. Et là, il faut que je fasse un choix. Louis considère que les prêtres ont une vie intéressante. Ils sont libres, instruits et engagés socialement. Pour lui, c'est une vie rêvée. Il décide donc de continuer ses études au petit et au grand séminaire de Québec pour faire sa prêtrise. J'ai continué mes engagements. On était une génération de séminaristes entièrement différente de celle des générations qui nous avaient précédés. On organisait les manifs comme les autres. J'ai participé à toutes les manifs dans ces bonnes années. Et j'intervenais aussi au Cégep Sainte-Foy en animation pastorale, animation étudiante. Donc, j'ai fait plein de choses. Mais après 2 ans, j'ai comme réalisé que c'était pas nécessairement ça, la voie qui allait me permettre de vivre ce que je voulais vivre. Vers la fin des années 60, début des années 70, une bonne partie de ces prêtres religieux, religieuses, progressistes ont laissé. Et ceux qui sont restés étaient beaucoup plus conservateurs, en général. Et donc, moi, c'est pas ce que j'avais le goût de vivre. Et l'Église, par la suite, s'est refermée passablement, a été beaucoup moins progressiste, malheureusement. Donc, personnellement, je fais le choix de quitter le grand séminaire. Je termine quand même mon bac en théologie. En 72, avec un bac en théologie, qu'est-ce qu'on fait? Pas évident. Il y avait l'animation pastorale ou l'enseignement, la catéchèse ou des sciences religieuses. Je choisis l'enseignement des sciences religieuses et je me trouve un poste d'enseignant en secondaire 5 dans la Beauce, à Sainte-Marie-de-Beauce, à la polyvalente Benoît Vachon, avec un de mes grands copains, d'ailleurs, Marcel, qui arrive en même temps. Et on s'insère dans le milieu. Et là, j'ai vécu 3 années magnifiques à travailler avec les étudiants, les étudiantes, à travers mes cours, bien sûr, à les aider à développer cette conscience sociale, cette conscience critique, à mieux comprendre les enjeux d'ordre économique, politique, culturel, religieux auxquels notre société et nos sociétés faisaient face. Je l'ai fait aussi à travers des activités parascolaires avec quelques copains enseignants, avec qui d'ailleurs, pour certains, on demeurait en commune, près de Saint-Bernard. Et donc, on a fait de la musique, on a fait des spectacles, là aussi avec une conscience sociale forte. Bon. J'ai fait ça pendant 3 ans, et après 3 ans, je reviens à Québec. Et là, je me suis inscrit assez rapidement dans une toute nouvelle aventure, une toute autre aventure. Il faut se rappeler qu'on est milieu des années 70, il y a une radicalisation qui se fait. J'avais milité à la CEQ, la Centrale des enseignants du Québec, donc dans le syndicat pendant les années où j'étais dans la Beauce. Mais là, on allait plus loin, et au Québec, comme dans plusieurs sociétés, il y a une nouvelle gauche qui se mettait en place, qu'on a appelé les ML, les marxistes-léninistes. Et donc, je suis entré dans un groupe qui s'appelait la Ligue communiste à l'époque, qui est devenu le Parti communiste ouvrier. Et j'ai milité pendant 3 ans. C'était pas la gauche de salon, là. On y croyait, on voulait changer le monde. Afin de mieux comprendre la vie ouvrière et partager le quotidien des manœuvres, Louis se fait engager dans une usine. Je me suis trouvé un poste à Charny, Saint-Romuald, dans ce coin-là, une usine où on construisait des maisons préfabriquées. Je savais utiliser un marteau, ce qui n'est pas si mal. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'entrer dans une petite shop d'usinage et apprendre le métier de machiniste, travailler sur des tours. Bon, j'ai fait ça pendant 3 ans. Tout en étant très engagé politiquement. Donc, une vie de sacrifice, c'est quelque part. Tu es engagé, tu n'as plus de vie personnelle. Ça m'a conduit d'ailleurs à vivre un divorce, malheureusement. Et puis après 3 ans et demi, ces mouvements, tranquillement, sont disparus. Hein?
On a fermé boutique. Il était clair que c'était une voie sans issue. Cette extrême gauche est morte un peu partout. Et donc, on s'est retrouvés à devoir reprendre en main notre destin. C'est fascinant, quelque part, de voir un bon nombre de gens de ma génération qui étaient des rebelles, tout à coup entrés en religion, entre guillemets, nouvelle religion, le marxiste-léniniste, accepter de se soumettre à un groupe sectaire, très dogmatique, aller travailler en usine, faire un travail qui n'était pas très épanouissant, loin de là pour nous, en tout cas, très peu payé au salaire minimum, oublier sa vie à quelque part. Mais il faut voir que depuis le début du 20e siècle, il y en avait eu plein de générations dans le monde qui avaient vécu cet engagement pour transformer nos sociétés, pour aller vers une société plus juste. Ça nous semblait la chose à faire et on était persuadés qu'on s'en allait vers cette société plus juste. On allait y arriver. Et puis, au début des années 80, il a fallu réaliser que non, on n'allait pas y arriver comme ça. Hein? Ça serait beaucoup plus long et il faudrait s'y prendre autrement. En voyant que c'était une voie cul-de-sac, c'est de ne pas laisser tomber mes idéaux, mais y aller de façon moins idéaliste. Et donc, je me suis retrouvé dans ma vie, plus de boulot, plus de femmes, tu repars un petit peu à zéro. Louis Côté retourne en enseignement, mais pas sans difficulté. Il est fiché par la police comme dangereux agitateur. Quand je faisais des demandes d'emploi à certains endroits, c'était pas évident. Et entre autres, à la Commission des écoles catholiques de Québec, là où finalement j'ai été embauché, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un que je connaissais, qui est devenu un copain par la suite. Et c'est lui qui m'avait approché, qui m'avait dit « on a besoin de quelqu'un un peu comme toi. » Mais la police est allée voir son patron pour lui dire « il ne faut pas engager Louis Côté. » Hein? Et lui a réussi à convaincre son patron que c'était des conneries tout ça. Non, il ne fallait pas croire ça. Bon. Et finalement, donc, j'ai eu la chance d'entrer toute une période, 3 ans, en éducation aux adultes, avec en parallèle des activités syndicales, beaucoup d'engagement encore à la CEQ. Début des années 80, où c'était les grandes mobilisations, les grandes manifs. J'ai animé des manifs, entre autres, je me souviens, c'était la plus grande manif qui a eu lieu à Québec, je pense. Il y avait 50 000 personnes, tous les syndicats étaient là, beaucoup de luttes, mais qui, finalement, aboutissaient pas. On entrait dans cette période de crise économique qui a duré pratiquement 20 ans, avec une idéologie qui se répandait que c'est bien que les riches soient riches, puis les pauvres, il faut qu'ils endurent leur mal, alors qu'avant, on s'était battu toute une société pour améliorer la vie pour tous. Là, on entrait, ceux qui sont riches, c'est parce qu'ils le méritent. Hein? C'était à peu près les idées qu'on s'est mis à partager, certains dans notre société, malheureusement. J'ai eu une offre à un moment donné pour passer au ministère de l'Éducation, m'occuper d'abord de développer ces programmes que j'avais connus, de réinsertion, de marché du travail, et puis ensuite en formation générale. Entre autres, on a repensé toute la formation générale. L'injustice vécue par Louis Côté lors de son adolescence refait surface et vient briser son enthousiasme. À un moment donné, on change de patron, un nouveau directeur général qui est nommé à la Direction générale de l'éducation aux adultes, qui arrive en poste et il décide qu'il va reprendre tout ça en main. Que les professionnels qu'on est emmènent beaucoup trop large, sont trop liés aux gens des commissions scolaires. Il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et il me perçoit comme une tête forte. Et donc, il décide de m'enlever de toute l'aventure qu'on poursuivait en formation générale renouvelée. Il me met en charge de l'évaluation des apprentissages. J'y connaissais strictement rien. Je mets 1 an pour apprendre, pour, selon mon habitude, recréer un réseau avec les gens des commissions scolaires. Et à un moment donné, on me demande au ministère de préparer une nouvelle politique gouvernementale pour l'évaluation à l'éducation des adultes, l'évaluation des apprentissages. Alors, je travaille ça avec les gens du réseau, on pense une belle politique, et je dépose ça à mon patron immédiat, qui le dépose au DG. À un moment donné, un bon matin, le DG m'appelle dans son bureau, et il se met à me faire ses critiques sur ma proposition politique. Et il me dit, ça, tu vas changer ça, puis tu vas écrire telle chose. Je dis, écoute, Jean-Guy, je ne peux pas écrire ça, c'est faux. Tu me demandes d'écrire quelque chose qui est faux. Il me dit, je ne t'ai pas demandé de ce que tu pensais, je t'ai dit d'écrire ce que je te disais. Je me suis levé debout et je suis parti.
Je terminais une psychanalyse à l'époque qui avait duré 10 ans. Psychanalyse, c'est un processus long, difficile, où tu te remets un peu au monde comme individu. 3 séances par semaine sur 10 ans. Et entre autres, j'avais fait pas mal de ménage dans mon rapport à l'autorité. C'est pas un DG qui allait me soumettre et me faire écrire des choses qui étaient inexactes. Alors, ma chance, c'est que quand tu es fonctionnaire, tu jouis d'une forte mobilité. Alors, je me suis mis à la recherche d'un autre emploi dans la fonction publique. Et mon DG est obligé de me laisser aller. Et je suis parti à l'Office des ressources humaines. Et j'ai travaillé particulièrement au niveau du perfectionnement des cadres, des gestionnaires de la fonction publique. Donc, j'ai appris plein de choses nouvelles. Tout ce qui est management, gestion, je ne connaissais pas. Mais beaucoup de mes apprentissages antérieurs étaient tout à fait transférables. Et donc, j'ai appris et j'ai fait des choses magnifiques avec... j'ai innové, mis en place de nouveaux groupes de formation pour les cadres au gouvernement du Québec. Ce qui m'a conduit d'ailleurs à une aventure assez intéressante pour ma famille et moi. Il y avait un nouveau premier ministre en France, fin des années 80, Michel Rocard, qui voulait réformer l'administration publique française. Et dans son équipe, il y avait des gens qui se disaient, bien, au Québec, ils ont une administration pas mal intéressante. On pourrait peut-être avoir un Québécois, parce qu'il y avait à l'époque donc une possibilité d'aller passer une année. Je suis parti avec ma femme, Sylvie. On était ensemble depuis quelques années déjà. On avait les 2 garçons qui avaient 3 ans et 5 ans. Et on est allé passer une année à Paris. Au plan professionnel, j'ai fait des choses absolument magnifiques. J'ai connu toute la haute fonction publique française. J'ai eu, comme je travaillais avec l'équipe qui pilotait la réforme, moi, je me suis promené d'un ministère à l'autre. Et puis, bon, on a profité évidemment de cette année pour connaître la France. Et puis, je suis revenu au Québec. Et assez rapidement, je me retrouve au ministère du Conseil exécutif, qui est le ministère du Premier ministre au Québec, donc c'est Robert Bourassa à l'époque, pour travailler au perfectionnement des plus hauts fonctionnaires, des sous-ministres adjoints et associés, sous-ministres, président d'organisme un tout petit peu par la suite. Il n'y avait rien les concernant, particulièrement les sous-ministres adjoints et associés étaient isolés, chacun dans son ministère. Pendant cette année-là, on crée un groupe qu'on appelle le Cercle des sous-ministres adjoints et associés. J'organise avec des gens des séminaires, des rencontres où ils discutent de politique publique, autour des grandes problématiques de l'époque, de gestion publique. On invite des chercheurs à venir nourrir leurs réflexions. J'ai même organisé une marche. Alors, j'avais fait pas mal de marches quand j'étais dans les scouts aînés à l'époque. J'en avais même organisé une avec un copain quand j'étais à la CECQ. Donc, c'est les années où le taux de chômage au Québec était affreusement élevé. Et on avait eu l'idée d'organiser une marche entre Québec et Montréal pour unifier les luttes des travailleurs, ceux qui luttaient pour de meilleures conditions salariales, etc., et les chômeurs. Donc, plusieurs dizaines de personnes qui sont relayées. Et on a eu, je ne sais plus moi, 20 000 personnes qui sont retrouvées à Montréal après 2 semaines de marche. Ça a été repris comme idée par la suite. Louis initie donc une marche de 2 jours afin que les fonctionnaires partagent en toute collégialité et de façon informelle. Tu es en blue jeans, en boîte de marche, et puis tu apprends à te connaître, et donc à communiquer, à régler les problèmes, au lieu d'essayer de défendre sa chasse gardée. Et après 1 an de cela, normalement, le plus haut fonctionnaire du Québec, donc qui est secrétaire général du gouvernement, avait envisagé de me créer un poste pour que je puisse continuer le travail. Sauf qu'on m'avise que le gouvernement vient de décider de couper dans l'effectif. Et je me retourne vers l'ENAP, alors l'École nationale d'administration publique, qui est donc une constituante de l'Université du Québec. Je pourrais travailler à partir de chez vous au perfectionnement des hauts fonctionnaires. Et on s'entend, et je suis allé passer 3 années à l'ENAP. Ça a été 3 années formidables. Je travaillais avec encore quelques hauts fonctionnaires vraiment de qualité extraordinaire. J'ai appris beaucoup. Et à un moment donné, on me dit, écoute Louis, t'as une tête d'intellectuel à quelque part, parce que je m'étais auto-formé depuis l'âge de 17-18 ans. Je lisais 3-4 heures à chaque jour, des bouquins théoriques le soir, les fins de semaine. Bon, mais j'étais un autodidacte. Et on me dit, tu peux pas être prof à l'université si t'as pas de diplôme. Retour aux études. J'ai 44 ans. J'ai 2 garçons qui sont pré-ados. Ma blonde, qui est retournée elle-même aux études par les soirs, les fins de semaine, puis qui va terminer bientôt une maîtrise en administration publique. Et moi, je me retrouve donc avec un bac et un certificat d'enseignement collégial. Alors, je me suis inscrit à Laval et j'ai passé 6 ans
En plus de mon travail, de la maison, des garçons, etc., ben, j'ai fait scolarité de maîtrise, scolarité de doctorat et une thèse. Ça veut dire qu'il y a des années où j'ai travaillé même entre les parties de Noël. C'était des 12-15 heures par jour, 7 jours par semaine. Ma thèse portait sur ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire la capacité de coopérer. Et j'ai fait ma thèse sur les 16 régions du Québec, les conseils régionaux de développement qui existaient dans chacune des régions, pour voir comment ça fonctionnait. Il y avait les mêmes missions, à peu près les mêmes ressources. Il y en a qui travaillaient très bien, puis d'autres assez mal, merci. Et ça tenait, selon mon étude, à ce capital social dont je parlais. Alors, j'ai terminé en 99, et là, j'ai eu la chance d'entrer comme professeur à l'ENAP. Et là, ça a été des années formidables, des années comme professeur, enseignement, recherche. Et puis, j'ai fait pas mal de recherches avec quelques grands chercheurs québécois sur l'État québécois et son administration publique en comparaison. Si on veut comprendre c'est quoi notre système d'éducation au Québec, comparons-le avec les systèmes d'éducation ailleurs dans le monde. Alors, on apportait des éclairages aux fonctionnaires de tout niveau sur les politiques publiques qu'on avait initiées ailleurs dans le monde pour régler un certain nombre de problématiques. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche mieux en matière de santé, d'éducation, de politique et de gestion? Et puis, il y a eu l'international. Alors, l'ENAP, depuis pratiquement sa création, fait des choses dans la francophonie, de l'enseignement et du service conseil dans l'ensemble des pays de la francophonie. J'ai eu la chance d'aller à chaque année pendant 25 ans, 27 ans maintenant, 28 ans. J'ai fait le Vietnam, l'Haïti, j'ai fait Maroc, Égypte et essentiellement l'Afrique subsaharienne. Ça a été une école formidable. Quand j'ai décidé de prendre ma retraite, il y a maintenant 7 ans, comme prof, on a peu de temps pour écrire. Alors, j'écrivais des chapitres de livres, des articles publiés dans des revues, etc. Mais là, je me suis dit, là, je vais prendre le temps. Alors, j'ai gardé un peu d'enseignement, un peu d'intervention conseil, particulièrement en Afrique, depuis 7 ans. Donc, à la retraite, la plus grande partie de mon temps, c'est l'écriture. 3 projets donc, que j'ai menés jusqu'à maintenant. 2 ans sur chacun. Le premier, donc, essayer de comprendre comment les pays hors Occident peuvent s'approprier la modernité qui a émergé en Occident. Un deuxième, plus tourné vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Il s'appelle comme ça, d'ailleurs, le livre. L'avenir, que peut-on espérer? Et puis, un troisième, d'une toute autre nature, une autobiographie. Essayer de donner un legs à mes petits-enfants et à d'autres qui pourraient être intéressés de voir qu'est-ce que le Québec a vécu comme histoire depuis 70 ans, les derniers 70 ans, donc au cours de ma vie. Ce que je trouve le plus important dans une vie, c'est d'avoir la chance de se réaliser. Et c'est encore mon moteur. Je pense que j'ai réussi à saisir les diverses opportunités qui se sont présentées. Et j'ai eu la chance d'en avoir. Je suis né au Québec, déjà. C'était une opportunité formidable. J'ai vécu, l'époque baby boomer, etc. J'ai eu des chances. J'en ai profité. Et ce que je souhaite, c'est qu'on se batte pour avoir une société qui offre ces mêmes chances à tous. Ça fait partie encore de mes valeurs profondes. Pour Louis Côté, partager son savoir est une priorité. Ses efforts et ses sacrifices pour une société plus juste laisseront à coup sûr une trace indélébile. En voulant une vie meilleure pour tous, il s'est lui-même forgé une belle histoire. C'est ça la vie.